Maintenant, je vais céder la parole à Florent Barbeco, j'espère que je le prononce correctement, C'est et très bien. Raphaël Goulet. Pardon? Oui, c'est exactement ça, parfait. Parfait. Donc, M. Barbeco est professeur au département de sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM. Il enseigne l'hydrologie, pardon, et la géochimie. Il s'implique dans l'enrichissement des connaissances en relation avec la ressource en eau à l'aide des méthodes et des outils d'investigation innovants qu'il développe. Et il va être rejoint dans sa présentation par Raphaël Goulet du COBAMIL, qui a un diplôme de l'Université McGill et une maîtrise en biologie. Il est impliqué dans le domaine de l'environnement depuis presque 10 ans. Il a siégé sur le CA du Conseil régional de l'environnement des Laurentides ainsi que sur celui du COBAMIL, en plus d'avoir élaboré au sein du secrétariat de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique, du Conseil de gestion des ressources fauniques et de la région marine du Nunavik et au sein de la CEPAC. Donc, un bon CV. Il est actuellement directeur général du COBAMIL. Donc, je vous cède la parole, messieurs. OK, ben merci beaucoup. Bonjour à tous déjà. Merci de nous donner cette opportunité de finalement présenter cette expérience commune que nous menons maintenant depuis un peu plus de 3 ans entre le COBAMIL et l'UQAM. Raphaël, tu veux dire un mot pour commencer? Ça va, merci. Je te laisse aller. OK, merci. En fait, alors j'espère que vous voyez bien tous la présentation. Cette expérience, en fait, rentre dans le cadre d'une chaire de recherche de l'UQAM où nous travaillons en fait avec différents scientifiques autour de la question du cycle de l'eau en milieu urbain. Ce que nous cherchons à faire, en fait, c'est d'identifier comment toutes les actions de l'homme en milieu urbain et périurbain vont modifier finalement le cycle de l'eau. Donc, identifier chaque processus dans le détail et puis essayer d'identifier finalement comment ces processus peuvent interagir les uns avec les autres. Puis, plus largement, essayer d'intégrer ça dans une vision qui nous permet de considérer les modifications actuelles du cycle de l'eau, les changements climatiques, par exemple, et puis les développements futurs en fait, de l'urbanisation pour proposer en fait des solutions dans lesquelles on vise à apprivoiser finalement ces particularités du cycle de l'eau pour qu'on arrive finalement à un bénéfice dans la gestion de ce cycle de l'eau. Et ce qui est vraiment important parce qu'on sait finalement que même ce qui est encore aujourd'hui périurbain sera urbain demain. Et donc, c'est aujourd'hui que nous devons préparer l'avenir hydrologique ou hydrogéologique en fait, de nos régions. Alors, dans ce contexte-là, finalement, on a commencé à travailler avec le COBAMIL sur l'ESCAIR de Sainte-Thérèse. Alors, ce matin, finalement, on a eu la chance d'avoir Olivier Pitre qui nous a fait une belle présentation sur les ESCAIR. On va rester un petit peu dans le même domaine, on va juste changer de région. Pourquoi avoir été travaillé finalement sur ce secteur-là? Mais il y avait des enjeux. Les enjeux étaient essentiellement récréatifs, mais finalement, avec des problèmes de pollution par des nutriments, on avait des développements de bloom algae et une dégradation de la qualité du milieu, ce qui fait qu'on arrivait à un problème de santé publique. Et jusqu'à présent, en fait, toutes les solutions qui avaient été testées par les différents partenaires de ce milieu-là avaient été plutôt coûteuses et finalement assez inefficaces à long terme. Alors, donc, nous sommes réunis, les partenaires étant la ville de Sainte-Thérèse, la ville de Blainville, la Corporation des Roseaux, qui est une association de riverains, et puis le COBAMIL. Le projet a été financé dans le cadre d'un financement mi-taxe et bien sûr cofinancé par les partenaires. Alors, la première chose finalement dans ce projet-là, ça a été de considérer finalement l'objet sur lequel on allait être amené à travailler. Puis c'est un objet assez particulier, c'est un esquerre. Finalement, un esquerre, c'est un milieu, une hétérogénéité souterraine à très très forte perméabilité. En fait, c'est une ressource partagée, mais qui amène une continuité hydrogéologique entre les différents occupants du territoire. Et cette continuité hydrologique, c'est un lien très très fort lorsqu'il est question en fait de transfert de ressources, mais aussi de polluants.
Alors, sur ce site-là, on le voit un petit peu sur la figure de gauche, on a une empreinte urbaine très très forte, mais aussi en fait encore de l'agriculture. Et donc, on a différentes sources finalement de polluants ou de nutriments potentiels qu'il fallait considérer. René Lefebvre nous a parlé tout à l'heure finalement des programmes PACES, puis de l'acquisition des connaissances qui est possible dans ce cadre-là. Ici, on est dans une dimension beaucoup plus petite et finalement, on est obligé de se satisfaire de l'existant en fait pour ce qui est des fenêtres d'investigation sur les eaux souterraines. Alors, l'existant, c'est les quelques forages et pisomètres qui peuvent exister, qui vont nous donner en fait une vision assez partielle de ce milieu-là. Hein. On a finalement une mauvaise connaissance vraiment de l'extension de l'aquifère et puis des zones de recharge et de décharge potentielles. Malgré tout, les données qu'on a pu acquérir nous ont permis un petit peu de mieux caractériser ces zones-là et puis poser la question finalement des relations qu'il pouvait y avoir entre la nappe d'eau continue sur l'esquerre et puis les eaux de surface, donc les lacs et rivières qu'on pouvait trouver dans ce milieu-là. Alors, pour essayer d'aller un petit peu plus en avant dans la connaissance de ce milieu-là, il a fallu développer des méthodes qui étaient adaptées à ce milieu urbain, finalement, des méthodes assez peu invasives, et puis des méthodes qui n'impliquent pas du matériel scientifique laissé sur place parce qu'on a une crainte, plus ou moins à juste titre, de détérioration en fait, du matériel scientifique. Alors, pour exemple, des types d'approches qu'on a développées justement avec le COMAME, ça a été de faire la cartographie à relativement haute résolution des paramètres physico-chimiques en fait, des eaux de surface. On l'a fait à différentes saisons et puis ça nous a apporté finalement, par l'interprétation conjointe de paramètres physico-chimiques comme la conductivité électrique de l'eau, le pH ou la température, de définir en fait des aires ou des zones d'alimentation prioritaires en fait, ou de décharge de la nappe d'eau souterraine dans les eaux de surface. Puis ça, c'est assez important parce que tout de suite, on peut faire un lien finalement entre la distribution de ces zones-là et puis les zones qui semblent être plus ou moins perturbées par les nutriments. Et puis aussi, ça nous permet en fait de mieux définir en fait les campagnes d'échantillonnage qu'on peut faire ensuite sur le terrain pour cibler justement les questions de distribution des éléments. Alors, ces campagnes de terrain, on les a fait au cours du projet à différentes saisons. Hein. L'aspect saisonnalité des échanges et puis de la distribution des nutriments est assez importante pour nous. On a travaillé sur des analyses assez standards, hein, la chimie des éléments, des nutriments, mais le laboratoire en fait, dans lequel nous travaillons à l'UQAM, le Géotope, en fait, un laboratoire spécialisé dans la géochimie isotopique, et nous avons pu utiliser ce type d'outils finalement pour mieux caractériser le milieu. Donc, dans les outils qu'on a utilisés, il y a les isotopes stables de la molécule d'eau, qui Raphaël va en toucher un mot tout à l'heure, mais ce qui était intéressant, c'est non seulement de pouvoir avancer dans le projet, mais d'utiliser finalement ce terrain qui est aux portes finalement de l'UQAM comme un terrain de formation des étudiants, en même temps qu'un terrain d'échange avec les personnes qui travaillent au COBAMI. Alors, dans les types de résultats qu'on a pu avoir à partir de ces campagnes-là, c'est de montrer en fait la distribution des nutriments dans les différents types d'eau de surface et d'eau souterraine qu'on a pu prélever à différentes saisons et pouvoir en fait poser des questions, arriver à poser des questions sur l'origine et puis le temps de séjour et les médias en fait de propagation de ces nutriments dans l'environnement. Alors, vous voyez que ça paraît très hétérogène. Vous voyez que les figures sont tout petites parce que je ne voulais pas discuter des détails, des résultats, mais finalement, les grandes bandes vertes que vous voyez, en fait, c'est des phosphates qu'on peut avoir dans l'environnement, puis on arrive par moment à avoir des teneurs extrêmement élevées, beaucoup plus qu'on aurait pu imaginer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces milieux très hétérogènes, on ne peut pas finalement avoir
réponse ou une analyse continue du système, il faut spécifiquement aller sur chacun des lacs pour essayer d'établir des bilans ou une caractérisation en fait, du roulement du système. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure de l'utilisation des isotopes stables de la molécule d'eau, c'est ce qui nous a permis de mieux définir en fait, le renouvellement puis le bilan en fait, de chacune des autres surfaces qu'on pouvait retrouver sur l'esquerre. Et en fait, comme ça, mieux identifier finalement quels pouvaient être les apports d'eau et puis quand est-ce qu'il se passait et de réfléchir ça finalement en relation avec notre connaissance sur la distribution des nutriments. Alors, dans le type de résultat qu'on a pu avoir, c'est justement pouvoir mieux définir sur chacun des lacs, en fait, d'où venaient ces nutriments-là, okay, et puis quelle pouvait être finalement la dynamique d'apport de ces éléments. Alors ça nous amène aux résultats qui existent aujourd'hui, puis sur la préparation du futur. Finalement, aujourd'hui, on est encore en train de discuter avec le COBAMIL et puis les villes d'une phase 2 où nous pourrons finalement mieux caractériser en fait, ces flux de nutriments dans les lacs pour essayer de proposer des solutions en fait, de gestion à long terme et comme ça minimiser en fait, les impacts négatifs qu'on a encore aujourd'hui. Alors, ça, c'était la petite histoire scientifique. Dans le cadre du projet, finalement, on a été amené à produire un certain nombre de rapports et de synthèses, notamment une brochure que j'ai mis en encart en bas, okay, qui est en fait une version finalement simplifiée des résultats pour le grand public. Et puis, dans les autres éléments qu'on a pu produire, en fait, c'était de produire finalement certains outils qui pouvaient être utiles pour le COBAMIL. Alors là, Raphaël, je te laisse la parole. Merci, Florent. Bonjour tout le monde. Donc, pour détailler un peu justement la partie plus de partenariat dans le projet, puis l'implication de l'OBV directement, c'est sûr que le COBAMIL, on a servi un peu de transmission, de courroie de transmission pour dans le montage financier du projet là, via le financement par MITAX. On a aussi là, servi d'intermédiaire entre les interactions entre les municipalités et l'équipe de recherche. Puis, on a pu aussi contribuer là, directement sur le terrain en collaborant aux campagnes d'échantillonnage directement. Prochaine. Florent, tu peux avancer, s'il te plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend, je pense. On dirait que Florent... C'est Florent qui est gelé, là. Hein? Peut-être que je peux moi-même partager la présentation. Oui, tu peux repartager, Florent. Ah, Florent est revenu. Attends un petit peu. Ça y est, je suis revenu. Je vais pouvoir repartager normalement. Désolé du problème. Pas de problème. Ça. Donc, au niveau des retombées, là, pour l'OBV directement, c'est sûr que les eaux souterraines, c'était pas, on n'avait pas beaucoup de compétences nécessairement sur ce sujet-là. Donc, on a pu développer quand même nos compétences. Puis, évidemment, nos villes partenaires ont pu bénéficier d'une étude qu'on n'avait pas encore réussi à résoudre du tout. Là, on a pu vraiment avancer considérablement la compréhension là, du système. Puis, évidemment, ça ouvre la porte à des futurs partenariats avec l'UQAM, là, dont on va parler plus tard. Ce que ça nous a permis, ce que ça nous a permis aussi d'avancer ou d'avoir à travers ce partenariat-là, c'est des outils qui nous ont été fournis là, directement par l'UQAM pour nous-mêmes nous autonomiser un peu dans nos apprentissages, puis dans l'analyse de certaines données. Des fichiers Excel, dans le fond, qui paraissent simples, mais qui, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est complexe. Donc, ils nous ont fourni là, un calculateur, si on veut, d'évaporation pour des nappes d'eau libre. Donc, on a qu'à prendre nous-mêmes, là, dans le fond, les données sur un système qui nous intéresserait.
Puis le fichier Excel le calcule directement. On est capable d'avoir le vrai calcul d'évaporation. L'autre outil, prochaine, s'il te plaît. C'est un guide pour l'interprétation des ions majeurs. Ça, c'est un peu plus complexe, mais quand même, ça nous donne un début de compréhension. On n'a qu'à prendre un échantillonnage d'eau. Ça peut même fonctionner pour les eaux de surface ou d'eau souterraine. On le fait analyser en laboratoire au niveau là, des différents minéraux, donc carbonate, nitrate, calcium, sodium, etc. Puis, en rentrant ces données-là dans le fichier Excel qui nous a été fourni, ça nous permet un peu là, les graphiques qu'on va obtenir, ça nous permet de caractériser le système, notamment là, en ce qui concerne la nature des roches à l'endroit où ça a été prélevé, que ce soit des roches carbonatées, feldspath, argile, tout ça, ou encore peut-être de voir des apports anthropiques à la nappe au niveau, exemple, par le salage des routes. Donc, c'est des informations qui peuvent être très valables pour nous. Bon, évidemment, il faut coupler ces analyses-là avec d'autres informations, là, mais au moins, ça nous donne un début de compréhension. Puis surtout, c'est des connaissances générales sur un sujet qu'on ne connaissait pas du tout, là, qui peuvent s'appliquer à d'autres projets. Donc, prochaine. Une autre application de cette collaboration avec l'UQAM, c'est en 2017, là, il était question de réouvrir une mine là, de niobium à Oka. Puis bon, ça avait levé à ce moment-là, ça avait pris une envergure médiatique assez importante. Puis le COBAMIL avait dû se prononcer publiquement là, sur les enjeux là, de ce projet-là. Puis, bon, on avait bénéficié là, de l'expertise de l'UQAM à ce moment-là pour mieux comprendre puis formuler une position qui avait du bon sens. Bon, finalement, là, le projet n'a pas obtenu l'acceptabilité sociale qu'ils auraient aimé, puis ça a avorté. Mais ça nous avait été drôlement utile là, à ce moment-là. Prochaine. Puis, bon, évidemment, là, au niveau de l'ESCAR, ça a été un projet qui a duré plusieurs années, mais ça a aussi ouvert la porte. Ça nous a donné le goût de poursuivre là, notre partenariat. Puis, on planche là, présentement sur un nouveau projet de laboratoire vivant sur la disponibilité de l'eau là, dans le bassin versant du ruisseau Rousse, toujours à Oka. Puis, on veut, entre autres, là, mieux quantifier la contribution de l'eau souterraine dans le système pour subvenir aux besoins des producteurs agricoles, là, notamment en temps d'étiage, qui est une problématique importante là, dans ce bassin versant-là. Prochaine. Prochaine, c'est la conclusion. Je voulais juste ajouter un mot, là, en fait. Oui. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, justement... Je vais juste vous dire qu'il reste quelques secondes là, à votre présentation pour laisser la place pour les questions. Alors, je vous inviterai les deux là, à faire une conclusion. OK, très bien. Juste, je vais quand même dire mon mot. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir du moment que le partenariat a été établi entre le COBAMIL et l'UQAM, là, dans les discussions, finalement, on cherche vraiment à travailler sur des solutions à long terme. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur une compréhension de ce qui se passe à l'heure actuelle, mais sur un travail commun. On se met vraiment à la table pour travailler pour que les solutions qu'on propose, ce soient des solutions viables et à long terme, en considérant l'ensemble des acteurs qu'on retrouve sur le bassin. Donc, en conclusion, là, rapidement, c'est sûr que c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. Dans notre cas, l'UQAM en retire, entre autres, là, un laboratoire de recherche in situ pour étudier différents concepts. La formation d'étudiants, des thématiques aussi de recherche qui sont concrètes. Puis nous, comme vous avez vu, on peut en retirer des outils, de la crédibilité aussi dans nos démarches de projet en s'associant avec l'UQAM. Puis l'avancée de la gestion de certaines problématiques vécues sur notre territoire. Là. Donc, c'est ce qui complète notre présentation. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir conclu aussi rapidement. Désolée de devoir couper la parole là, aux intervenants. En ligne, ça a un volet un peu impoli. Là. On dirait que je Pas de problème. Je me sens comme ça. Il y a eu une question de Mireille Mireille Château qui a été posée sur le chat, mais je lui ai demandé là, la permission de la conserver pour la section de discussion qui s'en vient. Parce que c'est plus une question d'ordre général. Je ne vois pas d'autres questions par rapport à
à votre présentation, mais moi, j'oserais une question pour donner la chance aux autres de se manifester. Vous avez créé un partenariat OBV avec une université ou un centre de recherche, puis je pense qu'il y a plusieurs OBV qui vont dans cette voie-là aussi pour bien documenter puis gagner en crédibilité aussi. Comment s'est passé le transfert ensuite à votre table de concertation, à vos acteurs? Comment vous réussissez à faire le transit là, pour que ça se traduise dans le fond en quelque chose qui est déjà prédigéré ou qui se traduit dans une action claire, qui passe un peu des chapitres, pas des chapitres, mais des graphiques un peu compliqués que tu nous as montrés à oui, il faut faire quelque chose, puis on met une action en place. Florence, est-ce que tu voulais débuter ou… Non, vas-y, je t'en prie. C'est sûr qu'il y a une partie du travail qui a été fait en communiquant les résultats là, du projet aux partenaires directement, mais au sein de l'OBV comme tel, au niveau de la table ou de notre CA, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui a été fait encore au niveau du CA, mais c'est quelque chose qui est fait au niveau concret dans notre prochain projet qu'on est en train de développer. C'est des notions ou des concepts ou de l'intérêt, des connaissances qu'on intègre graduellement puis qu'on va appliquer dans des futurs projets, dont celui-là. Donc, je pense que c'est un travail qui va être graduel, mais qui va définitivement, en tout cas, contribuer à la mise à jour de notre PDE dans le domaine de l'eau souterraine, là, ça c'est certain. Parfait, merci. Je ne vois pas d'autres questions. Je vais peut-être quand même nommer le commentaire là, du GET Thibault par rapport à l'acquisition des données et des données qui sont plus spécifiques ou individuelles là, par rapport à la qualité de l'eau des pluies. Elle met une recommandation là, de bien établir le cadre législatif quand on utilise ce genre de données-là pour s'assurer de la disponibilité ou de ce qu'on peut faire là, avec les données pour s'assurer qu'il n'y ait pas de montée médiatique ou que ça sorte dans les journaux sans que le propriétaire des données là, en soit averti ou d'accord avec cette utilisation-là. Donc, merci beaucoup, Huguette, pour ton commentaire. Julie, c'est Antoine. Ici, j'aurais peut-être une petite question. Encore une fois, là, désolé, je ne peux pas l'écrire moi-même, mais en fait, c'est super intéressant de voir qu'il y a des collaborations entre des chercheurs universitaires et des organismes de bassin versant qui se créent. C'est essentiel, la recherche-action. Par contre, les chercheurs, un jour, ça fait de la recherche, ça veut découvrir des nouvelles choses. Donc, dans des phases comme ça, de démarrage, de mise en place, c'est intéressant, mais un jour, ça devient moins intéressant de chercher. Il y a moins de nouveautés. Donc, est-ce que vous vous êtes interrogé sur comment pérenniser ce genre d'approche-là dans le milieu? Puis, est-ce que vous mettez des choses particulièrement en place pour ça? Là, vous l'avez effleuré un peu dans la présentation, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus. Oui, en fait, je crois que notre domaine de recherche, finalement, surtout quand on travaille sur l'impact de l'homme sur le cycle de l'eau, il est un petit peu infini. On sait qu'au fur et à mesure qu'on va pouvoir commencer à comprendre mieux les choses, des nouvelles questions vont se poser. Et puis, je crois qu'il faut être conscient avec l'inventivité de l'homme pour créer de nouveaux problèmes. Donc, je crois qu'on n'a pas fini de travailler ensemble et ça me fait plaisir. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présentation. Vous allez être disponibles, évidemment, pour participer à l'atelier qui suit. Donc, s'il y a d'autres questions qui se manifestent, on pourra les adresser à ce moment-là.